L'industrie atteint un pic de 1,74 trillion de naira en termes de revenus. Et action! Vous connaissez Nollywood? Bien sûr que vous connaissez Nollywood. On parle tout le temps des Naija. On parle aussi des Sud-Africains et des Ghanéens qui sont loin dans le cinéma sur notre continent. Je suis très tentée de ne parler que de ces trois pays tant leur histoire cinématographique est fournie. Mais l'Afrique anglophone, c'est infiniment plus. Alors on va faire une narration chronologique et s'arrêter sur quelques pays marquants par époque. C'est la découverte de cette distraction importée et réservé aux maîtres blancs. Puis peu à peu, ces maîtres blancs vont se rendre compte que le film peut servir non seulement à se distraire, mais aussi à passer des messages. C'est ainsi que naquirent plusieurs Colonial Film Units destinés à produire des films à forte propagande coloniale afin d'asservir les masses sans trop se fatiguer. Quelques pays sortent cependant du lot à cette époque. L'Érythrée, initialement colonie italienne, a eu un premier âge d'or du cinéma avec notamment la prolifération de plusieurs cinémas à la mode italienne de l'époque, notamment l'Impero. On n'y projetait que des films italiens et ou européens destinés au public italien vivant dans le pays. Puis il y a eu l'occupation britannique et là, même scénario, film européen pour le public britannique. L'Afrique du Sud, quant à elle, a connu des débuts cinématographiques dominés par des films idéologiques à la gloire des Afrikaners. On avait des films produits par cette partie de la population, joués par cette partie de la population et en langue afrikaans. Cette épopée débuta à l'époque avec des films tels que Devo Trekkers, symbole de la migration en masse des Afrikaners et de leur grande victoire contre de milliers de Zoulous lors du Grand Trek. Cela dura plus de 70 ans, partant des années 1895 au début des années 1970. Clairement, les autochtones noirs étaient totalement mis de côté et cela a été encore plus appuyé par l'apartheid qui a commencé vers 1948. C'est la transformation de cet héritage colonial en arme de décolonisation, avec notamment des essais de production locale, production plus ou moins soutenue par l'État et destinée à un public local. Au Ghana, par exemple, sous l'impulsion du Dr Kwame Nkrumah, premier président de la première république du Ghana, la Colonial Film Unit fut remplacée en 1964 par le Ghana Film Industry Corporation, JFIC, seul producteur alors du pays. Vint ensuite plusieurs producteurs indépendants pour venir faire de plus en plus de films. Dans cette mouvance au Nigeria, des anciens du théâtre Yoruba se convertissent en cinéastes. Pour appuyer cette volonté, l'État prend en 1972 un décret d'indigénation qui permet de limiter l'afflux des productions étrangères au Nigeria. C'est le boom pétrolier, un boom qui permet d'avoir des investissements suffisants pour pouvoir améliorer le secteur avec notamment l'essor de plusieurs salles de cinéma. Désormais, le cinéma est un employeur à part entière au Nigeria. Parallèlement, en Afrique du Sud, entre 1973 et 1980, il y a de plus en plus de films destinés à un public non seulement blanc, avec des acteurs noirs, ou joués même quelquefois en langue Xhosa, tels que Joe Bullet ou encore Makossa. Mais faut pas trop rêver, la production afrikaners domine encore pas mal. C'est l'apparition de moyens numériques de production et de diffusion, des moyens qui permettent de faire des films en vidéo et de les regarder de la même manière. Au Nigeria, l'après-boom pétrolier a induit une hausse du pouvoir d'achat des populations, ce qui permettait une plus grande fréquentation des salles et un plus grand taux d'acquisition de postes TV. La télédiffusion, elle, a bénéficié de l'appui du gouvernement, ce qui a permis à chaque État du Nigeria d'avoir sa propre chaîne de télévision vers le milieu des années 80, avec une priorisation marquée pour les contenus locaux. Donc il y avait nécessairement de plus en plus de production. Le revers de la médaille, c'est qu'est né un commerce informel qui a induit le piratage de la plupart des films. Une situation qui compromettait la profitabilité des films de l'époque, qui d'ailleurs avaient une qualité discutable. Au Ghana, par ailleurs, ces nouvelles technologies ne mettaient pas tout le monde d'accord. Pendant que les producteurs indépendants commençaient à s'intéresser à cette nouvelle façon de produire, le JFIC interdisait à ses réalisateurs de les utiliser. Résultat des courses, les producteurs se sont mis à eux-mêmes réaliser leurs propres films
Et je vous laisse voir un peu comment la qualité a pu dégringoler à cette époque. C'est aussi une période charnière pendant laquelle plusieurs pays d'Afrique anglophone ont malheureusement été le théâtre de plusieurs conflits socio-politiques. C'est le cas notamment du Libéria qui a été en proie à 2 guerres civiles successives à partir de 1980. Résultat, il y a eu la fuite de plusieurs techniciens et cinéastes vers des pays tels que le Ghana et le Nigeria. C'est aussi le cas du Rwanda qui a connu une guerre civile très sanglante entre 1990 et 1994. Difficile dans ces situations-là de produire des films. À partir du 21e siècle, des situations se dénouent, des industries se mettent en place, des productions locales s'internationalisent dans certains pays. En Afrique du Sud, le pouvoir des Afrikaners s'amenuise sans vraiment disparaître, surtout avec l'abolition de l'apartheid plutôt en 1991. C'est l'émergence de plusieurs succès tels que notamment le mythique « Les dieux sont tombés sur la tête » de Jamie Huis. Et il y a de plus en plus de productions faites en langue anglaise, ce qui permet justement à ces productions de sortir de l'Afrique du Sud. C'est une période pendant laquelle des productions étrangères, mais aussi des coproductions telles que Shaka Zulu voient le jour. Il y a certes de plus en plus de productions américaines intéressées par le pays, mais il faut noter que certaines maisons de production telles que Burnt Onion Production ou encore Ferguson Films sont des mastodontes qui produisent des films de grande qualité destinés à l'international. Plus récemment, en 2020, le Lesotho, qui jusque-là ne servait que de décor de tournage à certains réalisateurs américains ou sud-africains, a été révélé grâce notamment à Lemwang Mosese. Il réalisa en 2020 This is not a burial, it's a resurrection ou encore L'indomptable feu du printemps, des productions incroyables qui aujourd'hui partent à la conquête du monde. Même scénario au Kenya qui a un regain d'intérêt pour le cinéma avec l'apparition du blockbuster Black Panther, surtout avec l'actrice kenyane Lupita Nyong'o. Paradoxalement, grâce à Ebola, l'industrie cinématographique du Libéria renaît de ses cendres. En effet, pendant cette période très difficile, il était impossible d'importer des DVD venant de l'Afrique du Sud ou encore du Nigeria. Ça a été la période propice pour les cinéastes du pays de s'exprimer, sachant que depuis, ils avaient vraiment du mal à se faire une place. Donc, le Libéria a lui-même découvert certains talents internes et a pris goût à regarder des productions internes. Ce qui a permis aussi aux cinéastes qui avaient fui le pays lors des guerres civiles de revenir cette fois-ci plus fort de nouvelles expertises. Au Ghana, les producteurs indépendants ont fini par renouer avec le GFIC à condition d'accorder la primeur de leur production à la consommation locale. Seulement voilà, en 1996, c'est un coup de massue qui s'abat sur l'industrie. En effet, le GFIC a été cédé à 70% à une chaîne de télévision malaisienne. Autant dire que eux, ils étaient plus intéressés par faire du profit que par développer le cinéma en interne. Ils ont trouvé un début de solution par le mariage avec des cinéastes nigérians. En effet, désormais, des films nigérians étaient tournés au Ghana ou encore des réalisateurs nigérians apportaient leur expertise à des producteurs ghanéens. D'où un regain de qualité dans le cinéma ghanéen avec l'émergence de stars tels que John Dumelo, Jackie Appiah, Nadia Buhari ou encore Majid Mitchell. Enfin, parlons du Nigeria, c'est le retour au grand écran. Peu à peu, de grandes salles de cinéma telles que le Silver Bird ouvrent avec des exigences qualitatives des films à projeter. En 2006, elle projette un film d'une grande qualité fait en langue Yoruba par Kunle Afolayan, Irapada. C'est un succès fulgurant qui encourage la multiplication des grandes salles telles que Film House, Ozone ou encore Genesis Deluxe. En 2006, le Project Nollywood est lancé en partenariat avec EcoBank en vue de subventionner à hauteur de 100 millions de naira les cinéastes du pays. Plus tard en 2010, l'administration du président Goodluck Jonathan lance une subvention de plus de 30 milliards de naira destinée à toute l'industrie créative du Nigeria, cette fois-ci avec l'appui de la BOI et de Nexim Bank. Et ce n'est pas fini, en 2013 les subventions continuent, cette fois-ci uniquement pour Nollywood à hauteur de 3 milliards de naira afin d'aider les cinéastes à se professionnaliser et à améliorer leur production. Enfin, en 2015, la BOI lance le projet Nollyfund
qui permet aux cinéastes d'avoir accès à des prêts. Avec tout ceci, l'on assiste à un renouveau du cinéma nigérian. On a des films qui sont produits pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des budgets allant de 40 à 120 millions de naira et distribués de façon plus formelle. En 2013, l'industrie atteint un pic de 1,74 trillion de naira en termes de revenus. N'oublions pas aussi Netflix qui a carrément une section Nollywood qui permet de faire découvrir des films nigérians tels que Citation, Blood Sisters, Olotouré, Anikula Apo ou encore Shantytown. Voilà égrener les grands moments du cinéma en Afrique anglophone. C'est clair que je ne vais pas parler de tous les pays d'Afrique anglophone, ça aurait été très compliqué. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez aimé la vidéo. Et d'ailleurs, la prochaine sera consacrée à l'Afrique lusophone. N'hésitez pas à interagir, à liker, à partager, à mettre des commentaires. Et on se retrouve très vite pour la suite. Ah, et abonnez-vous. Quand je vous dis de vous abonner, vous ne m'écoutez pas. Alors qu'il faut vous abonner, il y a des bonnes choses qui viennent, les amis. Et on coupe. C'est dans la boîte.